Leur mariage fut incroyablement heureux et tragique à la fois, comme un pressentiment de l'avenir. En novembre 1894, peu après le mariage, Alix, c'était ainsi que l'on appelait à la maison l'impératrice Alexandra Féodorovna, écrivit dans le journal de Nicolas: quand cette vie se terminera, nous nous retrouverons dans l'autre monde et resterons ensemble pour l'éternité. Le jour de son couronnement, l'impératrice, une Allemande de naissance baptisée dans l'orthodoxie, appela cette cérémonie une seconde union matrimoniale avec la Russie. Cependant, le bonheur des jeunes mariés fut assombri par la tragédie qui se produisit ce jour-là. La bousculade de Kodanka, à Moscou, dans une terrible queue pour obtenir des cadeaux gratuits, 1389 personnes périrent. Et c'était alors que naquit le premier mythe noir qui accompagna Nicolas et son épouse jusqu'alors. Dernier jour, prétendument, le jour de la tragédie. Alors que des convois funèbres interminables traversaient les rues pleins de cadavres, ils s'étaient amusés jusqu'à épuisement à une réception chez l'ambassadeur de France. Ce mythe était tenace. À l'occasion du 10e anniversaire du couronnement, le poète symboliste Balmont prophétisa sinistrement: celui qui a commencé son règne par Kodanka le finira sur l'échafaud. L'innocence du tsar, dans la tragédie même, était incontestable. Toute la responsabilité reposait sur les autorités moscovites qui avaient organisé la fête. Néanmoins, les menus à l'ambassade de France furent évoqués sans fin, tant dans la rue que dans les salons mondains. Alors qu'en réalité cette visite n'était qu'une question de haute politique. Plongé dans le deuil et de sombres pressentiments, le couple impérial payant accomplit son devoir de politesse, quitta immédiatement la réception. Pourquoi ces rumeurs étaient-elles si populaires parmi l'élite? En partie, cela s'expliquait par les relations complexes au sein de la maison Romanov elle-même. Les grands-ducs, de par leur droit d'aîné et leur plus grande expérience, tentaient d'enseigner au jeune empereur les subtilités du gouvernement. Le règne de Nikolaï y commença en fait par son affirmation au sein de la famille. Et dans cette guerre, dès la première minute, son épouse se tint à ses côtés, épaule contre épaule. Alexandra Féodorovna, par son baptême, manifesta sa volonté. Ne permet pas aux autres d'oublier qui tu es, écrivit-elle dans le journal de Nicolas dès ces jours-là. Et elle le lui répéta en refrain toute sa vie. Pour se venger du citoyen Romanov, les gardes rouges utilisaient tous les moyens, y compris les plus humiliants, liés à l'hygiène. L'impossibilité de se laver était une épreuve difficile pour l'empereur soucieux de propreté, et la nécessité d'utiliser des toilettes communes sous la surveillance des gardes devenait une horreur quotidienne pour ces personnes chastes. Les gardes se mettaient en rang et regardaient les jeunes filles avec des commentaires cyniques. Seul le regard glacial de l'impératrice pouvait les faire taire et les disperser. Un autre divertissement des gardes: prendre une cuillère sur la table et goûter la nourriture dans l'assiette impériale en déclarant « Tout de même, on vous nourrit encore pas mal ». Ou prendre sans gêne une cigarette dans le paquet du citoyen Romanov qui fumait. Ou chanter à tue-tête des chansons pas très décentes. Soit dit en passant, les vitres des fenêtres étaient peintes à la chaux, les pièces de vin sombres et lugubres. Les prisonniers n'avaient même pas le droit de voir le ciel. Le triomphe du goujat. La guerre russo-japonaise perdue porta un coup sérieux non seulement à la réputation de la monarchie, mais aussi à tous les fondements de l'État. Ce n'est pas un hasard si les libéraux se réjouirent en apprenant la défaite de la Russie à la bataille de Tsushima et la tragédie du Dimanche Rouge, survenue à Saint-Pétersbourg le 9 janvier 1905. Devint l'élément déclencheur d'événements révolutionnaires destructeurs et le mythe noir suivant. Une tache sur la réputation du couple impérial. La fusillade de la manifestation, à la suite de laquelle, selon les données officielles, 128 personnes périrent, dont des femmes et des enfants, marqua à jamais le nom de l'empereur de l'épithète insultante de sanglant. Dans le peuple, presque personne ne doutait que le tsar se trouvait au palais à ce moment et avait personnellement donné l'ordre de tirer. En réalité, l'empereur et son épouse étaient à Arskoy-Selo pour des raisons de sécurité. Car quelques jours avant les événements, des rumeurs avaient commencé à circuler en ville selon lesquelles un régicide se préparait. L'organisateur de la marche, l'odieux prêtre provocateur Gapon, avait ouvertement averti: si le tsar n'exécute pas nos demandes, nous détruirons le palais d'hiver. Seuls quelques-uns savaient que la manifestation était interdite, les journaux étaient en grève et l'annonce de l'interdiction n'avait pas été publiée. Dans la vie familiale aussi, tout n'était pas sans or. La naissance de filles, 4 princessirent le jour l'une après l'autre à 2 ans d'intervalle, fut non seulement une joie pour les parents, mais aussi une cause d'inquiétude. Le peuple attendait un héritier, mais il ne venait pas. Le palais recevait des lettres de sujets avec des conseils médicaux et domestiques sur ce qu'il fallait faire pour donner naissance à un garçon. On en vint à ce que la naissance de chaque nouvelle fille soit accueillie dans la société par des moqueries, même parmi les officiers de la garde impériale après la naissance de la 4e grande-duchesse.
circulèrent des plaisanteries indignes, des accusations à l'adresse du tsar et de la tsarine. Ainsi, l'apparition à la cour du charlatan français Philippe était tout à fait explicable. Le pseudo-guérisseur traita l'impératrice pendant 2 mois par l'hypnose. Le résultat fut une grossesse nerveuse dite fausse. L'impératrice, qui souffrait terriblement de décevoir ses sujets, sentit qu'elle attendait un enfant. Tous les signes étaient évidents. Cependant, sur les conseils de Philippe, elle n'admettait pas les médecins auprès d'elle, et la famille fut frappée par un coup. La grossesse tant attendue s'avéra être fausse. Dans les tavernes, une nouvelle rumeur sordide circula. La tsarine avait donné naissance à un monstre et le cachait aux gens. Et la noblesse accusait Alexandra Féodorovna de crédulité et la traitait d'hystérique. Et ce n'est qu'après la canonisation de saint Séraphin de Sarov et la visite du couple impérial au monastère de Sarov que le rêve se réalisa. L'héritier, le Harévi Alexis, donné par Dieu, vint au monde. Des nouilles, des pommes de terre, rarement de la viande, une salade de betterave et une compote, voilà le modeste régime des prisonniers impériaux. Mais il y eut aussi des désagréments plus importants. Un des gardes tira sur Anastasia alors qu'elle s'approchait de la fenêtre pour respirer un peu d'air frais. Par chance, la balle passa à côté. On tira aussi sur Nikolaï lui-même, qui s'était mis sur le rebord de la fenêtre pour regarder les gardes rouges défiler vers le front, à travers la vitre peinte. Le mitrailleur Kabanov se souvenait avec plaisir comment, après le coup de feu, Romanov dégringola du rebord de la fenêtre. Les gardes fouillaient dans leurs affaires personnelles. La plupart des produits que les religieuses d'un monastère féminin voisin portaient aux prisonniers finissaient sur la table des gardes. Malgré toutes les humiliations, Nikolaï et ses proches faisaient preuve d'une grande dignité. Il semblait que tous les malheurs étaient derrière eux. Le tricentenaire de la maison Héroïnamaenové, le pays le rencontra en plein essor. En termes de PIB, la Russie atteignit la 3e place mondiale après les États-Unis et la Grande-Bretagne. Elle approvisionnait le monde entier en céréales. En 1912, le président américain Taft déclara publiquement « Votre empereur a créé une législation du travail aussi parfaite qu'aucun État démocratique ne peut s'en vanter ». Les célébrations du jubilé en 1913 se transformèrent en un triomphe grandiose de la monarchie. En même temps, la famille profondément pieuse de l'empereur vivait dans son petit monde heureux, dont le centre était Alexis. Le bonheur des parents, leur souffrance constante. Peu après sa naissance, il devint évident que l'enfant avait hérité d'une terrible maladie, l'hémophilie. Alexandra Féodorovna connaissait bien ce fléau, la malédiction des rois se transmettait dans sa famille de génération en génération. L'enfant vivait dans d'horribles souffrances, supportant la douleur ou l'attendant à chaque minute. L'hémophilie est une maladie où la coagulation du sang est altérée. Les hémorragies surviennent constamment, spontanément ou à la suite de traumatismes. Le pire est la douleur insupportable dans les articulations, l'impossibilité de bouger. À cette époque, la médecine ne pouvait encore ni soulager une telle douleur ni arrêter le sang. La sœur de Nikolaï, la grande-duchesse Olga Alexandrovna, fut témoin des premières crises. Le pauvre petit était étendu dans d'horribles souffrances avec des cernes sombres sous les yeux. Tout recroquevillé, sa jambe affreusement enflée. Les docteurs ne pouvaient tout simplement pas l'aider. Et en même temps, Alexis était un enfant très gentil et joyeux. Dès son enfance, son père lui expliqua son devoir de futur héritier. Et le garçon faisait de son mieux pour apprendre à mener une vie normale. Il étudiait beaucoup, jouait avec ses sœurs, ne fuyait pas les exercices physiques, bien que ce fût très dangereux pour lui, et, quand c'était possible, partait avec son père auprès des troupes. Il aimait passer du temps avec les soldats. On lui apportait chaque jour des échantillons de la bouillie de la cuisine soldatesque Alexis mangeait tout et la louait. Voilà qui est savoureux, pas comme notre déjeuner. Les pronostics des médecins n'étaient pas encourageants. Alexis ne vivrait pas jusqu'à son accession au trône. Alexandra Féodorovna était au désespoir. La douleur et l'angoisse pour son fils étaient aggravées par un sentiment de culpabilité. C'est pourquoi l'apparition à la cour de Grigori Raspoutine sembla être son salut. Ce moujik sibérien robuste possédait le dos, répandu dans les villages russes, de conjurer le sang. Lui seul pouvait soulager les souffrances de l'héritier. L'impératrice, sincèrement croyante, vit en cela un signe de Dieu et fit entièrement confiance au vieil homme saint. Les rumeurs sur sa vie indigne, elle les considérait comme des calomnies. Mais à cette époque, une vague de diffamation s'alimentait déjà. Des pamphlets et des caricatures de contenu indécent circulaient. Des anecdotes sournoises se répandaient. On racontait de tout. Une romance entre l'impératrice et Raspoutine, la grossesse des filles du tsar, l'empoisonnement du tsar dans le but de s'emparer de son trône. Avec le début de la Première Guerre mondiale, lorsque, sur ordre de l'empereur, les sanctions pour outrage à la famille impériale furent pratiquement abolies pour la durée des hostilités. La calomnie se déversa dans les pages des journaux et se transforma en une véritable bacchanale. Les salons mondains de l'élite n'étaient pas en reste, où insulter leur majesté était devenu une chose habituelle et à la mode. Le mécontentement grandissait aussi au sein de la maison Romanov elle-même. Les proches en vinrent haïr l'impératrice et sa froideur extérieure derrière laquelle se cachait une timidité
Il la prenait pour de l'arrogance, bien qu'un des grands-ducs reconnus. La seule chose qu'on puisse lui reprocher, c'est de n'avoir pas su être populaire. Ainsi, au début de l'année fatidique 917, la famille impériale se retrouva presque en complète isolation et dans une atmosphère de haine. La matinée de la famille impériale dans la maison commençait par des prières et des chants spirituels. On autorisait de se promener dans le jardin qu'1 heure par jour. Quand Nicolas y demanda pourquoi si peu, on lui répondit « La parcelle ressemble à un régime carcéral ». Quand c'était possible, il portait dans ses bras pour la promenade le Harvey Alexis, qui s'était encore blessé et ne pouvait marcher. L'ex-empereur lisait beaucoup, les livres étaient restés dans la maison du précédent propriétaire. Le soir, il jouait aux cartes avec sa femme et ses filles. Alexandra Feodorovna se sentait mal, mais quand elle pouvait se lever, elle lisait de la littérature spirituelle, dessinait des aquarelles, brodait et faisait elle-même la coupe de cheveux de son mari pour qu'il ait l'air soigné. Les filles lavaient, reprisaient leurs affaires et apprenaient à faire du pain. Il n'y avait pas de peur de la mort. Qu'attendait-il? Peut-être la délivrance. Et pendant ce temps, l'heure fatale approchait. L'armée blanche s'approchait d'Ekaterinbourg. Les bolcheviks comprirent que la famille impériale pouvait devenir une bannière pour les Blancs, les inspirant à la victoire. Le commissaire militaire d'Ekaterinbourg, Philippe Golochkin, se rendit à Moscou pour obtenir du comité exécutif central pan-russe l'autorisation d'exécuter les dangereux prisonniers. Lénine, au début, semblait être contre une exécution rapide. Il disait qu'il fallait amener la famille du tsar à Moscou et organiser un procès-spectacle. Cependant, tout était déjà en réalité décidé, mesuré, pesé et exécuté. Le soir du 16 juillet 1918, le soviet régional de l'Oural, en accord avec le centre à Moscou, prit la décision d'exécuter la famille impériale. Il ne leur restait plus que 4 heures à vivre. Autour de moi, trahison, lâcheté et tromperie, écrivit Nikolai dans son journal peu après l'abdication. Le 15 mars 1917 de mars selon l'ancien calendrier. Avait-il le choix à cette heure fatale pour l'Empire et la monarchie? Petrograd était déjà en feu de la Révolution. Presque tous les commandants de front et de flotte, à l'exception de l'amiral Kolak, en un seul voix, exigeaient l'abdication. Tout comme le comité temporaire de la Douma d'État et Petrograd insurgé. Et à Arskoy solo restait sa famille, une épouse éperdue et des enfants malades, contrairement aux exigences d'abdiquer en faveur de l'héritier, Nicolas. Dans son wagon impérial à PSKOV, après de douloureuses réflexions, signa l'abdication pour lui-même et pour son fils en faveur de son frère Mikhail. La conversation avec le médecin de cour fut déterminante. Il déclara, connaissant le trauma, l'héritier malade, il le soumettait à un danger mortel. Nicolas fit son choix, et quelques jours plus tard, Mikhail refusa le pouvoir. La dynastie des Romanov, selon l'expression de Kerensky, se suicida. Les meurtriers dans la maison Ipative laissèrent des témoignages documentaires cruels et inhumains de leur forfait. Le commandant de la garde de la maison Ipative, Iaka Oveyurovski, dans sa note, Nicolas se tenait d'os à moi. J'annonçais que le comité exécutif des soviets des députés ouvriers, paysans et soldats de l'Oural avaient décidé de les fusiller. Nicolas se retourna et demanda « Quoi ?» Je répétais l'ordre et commandai « Feu !» Je tuai Nicolas d'un premier coup. Un participant à l'exécution, Mikhail Medvedev, décrit le femme. Je vois tomber en Botkin, Demidova s'affaisser sur ses genoux, dans la fumée de la poudre. Ouvrant la porte, un groupe de femmes se jeta vers la porte et tomba aussitôt, frappé par des coups de feu. Dans la pièce, on ne voit rien à cause de la fumée. On tire déjà sur les silhouettes qui tombent, visibles. Dans le coin droit, les cris se sont tus. On entend la voix d'Urovski. Arrêtez le feu. Le silence, un bourdonnement dans les oreilles. Soudain, du coin droit, un oreiller bouge. Un cri de femme joyeux. Grâce à Dieu, Dieu m'a sauvé. Demidova, la femme de chambre, se relève, chancelante, protégés par des oreillers que les balles n'ont pas traversés. Les Lettons ont déjà épuisé toutes leurs munitions. Alors 2 d'entre eux s'approchent-elles avec leurs fusils et la transpercent de leur baïonnette. À son dernier cri, Alexis, légèrement blessé, reprend conscience et gémit. Il est sur une chaise. Lurovski s'approche de lui et lui envoie 3 dernières balles de son Mosée. Le garçon se calme et glisse lentement sur le sol, aux pieds de son père. Nicolas est tout défiguré par les balles, mort. Nous examinons les autres et achevons ceux qui respirent encore. Olga, Tatiana, Anastasia. Maintenant, tous sont sans vie. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, dans la maison Ipative, 11 personnes furent exécutées, dont le dernier empereur de Russie Nikolai, son épouse et leurs 5 enfants. En 2000, ils furent canonisés par l'Église orthodoxe russe et sont aujourd'hui vénérés par les croyants comme les saints martyrs impériaux. Dans chaque église orthodoxe, il y a une icône des saints martyrs. Le peuple orthodoxe prie et les vénère, eux qui ont donné leur vie pour le Christ.